Choisir un menu, surveiller sa forme ou faciliter ses déplacements, tout est tellement plus simple avec le numérique. Véritable bassin d'idées, de savoir-faire, la métropole grenobloise place la filière sur la scène internationale et rayonne dans l'univers du digital. Comment Grenoble-Alpes Métropole stimule, accompagne et développe la filière de la plus petite start-up jusqu'au géant du numérique, c'est ce mois-ci dans Métropole Magazine. Bienvenue à tous. Festival. Merci. Le numérique change la vie et certains veulent changer la vie grâce au numérique. Devant moi, là-bas, des citoyens vont débattre, vont réfléchir sur la civic tech ou comment le numérique change la façon dont les citoyens s'impliquent, s'engagent et participent avec un intervenant au cœur de la question au quotidien, Christophe Ferrari, le président de la métropole. Bonjour. Bonjour. Cette question vous préoccupe au point de venir mettre la main à la pâte ici sur ce forum? D'abord pour écouter les citoyens et les usagers s'exprimer finalement sur ces sujets citoyenneté numérique et finalement aussi s'interroger qu'est-ce que la métropole peut demain, je dirais, dans son rôle au cœur de ces sujets d'attractivité, de développement économique, développement du numérique et aussi de citoyenneté, être un acteur finalement qui facilite aussi la vie de nos concitoyens. C'est une vaste question, vous devez en savoir quelque chose vu le poste que vous occupez. Ici, c'est un forum participatif qui est organisé par Orange, le Digital Society Forum, dans le cadre donc du festival Transfo. Nous sommes ici au Totem, le Totem qui est donc l'établissement emblématique de la French Tech ici de la métropole. Vous avez été, est-ce qu'on peut dire que vous étiez pionnier en France avec la labellisation de votre French Tech ? En tout cas, on a été dans les premiers dossiers labellisés au niveau national parce qu'il y a eu l'émergence de l'écosystème lui-même ici. Et la puissance publique, la métropole en l'espèce, a facilité cette émergence-là. Et c'est bien notre rôle de savoir être facilitateur, de permettre, je dirais, à l'environnement tel qu'il est organisé, de se déployer encore plus fortement. Et c'est ce que nous avons finalement ensemble et collectivement, parce que c'est toujours un nous. Sur ces questions-là, c'est pas que la métropole, mais c'est cet ensemble-là qui a permis d'être aujourd'hui ce que nous sommes, finalement, parmi, je dirais, les leaders aujourd'hui sur ces sujets numériques au niveau national. Au point d'en créer un forum, donc un festival, le festival Transfo, donc c'est une première en France. Du coup, comment se situe la métropole aujourd'hui face à l'enjeu du numérique ? Ce qui se passe avec le festival Transfo est unique, finalement, c'est les acteurs du numérique se disent, finalement, le sujet du numérique, c'est pas qu'un sujet à nous, les start-upers, les grands groupes autour du numérique, du logiciel, de la filière économique, mais c'est de se dire comment on le partage aussi avec les citoyens, les usagers, et comment on en fait quelque chose qui nous appartient tous. Donc c'est unique en France, de finalement cette interaction qu'il y a entre ceux qui créent, ceux qui fabriquent, ceux qui imaginent demain les outils numériques, et les citoyens, les usagers. Donc c'est plutôt puissant, c'est plutôt fort. Et moi j'en suis très fier que nous ayons effectivement cette initiative-là. Avec des enjeux vraiment au cœur du numérique en termes de développement économique, en termes d'attractivité ? La filière micro et nano-électronique est pour nous évidemment essentielle. Le numérique est également essentiel. Nous voyons bien que la digitalisation de toute l'économie est à l'œuvre. Donc il faut que nous soyons évidemment en avance et que nous soyons toujours sur finalement cette espèce de création avant les autres sur les sujets. Et c'est ce que cet écosystème est en train de faire ici sur le territoire métropolitain et au-delà, puisque nous allons d'Annecy jusqu'à Grenoble, jusqu'à Valence. Donc nous sommes sur tout le sillon alpin. C'est tout cet arc alpin qui est finalement au cœur du développement du numérique. Parce que c'est historique aussi, avouons-le, c'est dans notre ADN. En fait, il n'a pas fallu beaucoup de choses pour mobiliser l'ensemble de cet écosystème parce que c'est tellement profondément ancré ici depuis toujours qu'évidemment c'est finalement facile collectivement de se mobiliser et de se lever pour fabriquer à la fois ce qui sera les applications et les outils de demain et ce que sera sans doute peut-être l'économie de demain au travers de grands groupes qui vont se créer peut-être ici, là, au bâtiment du Totem. Oui, depuis la puce jusqu'à l'appli, il y a de la place pour tout le monde. Mais il y a de la place pour évidemment tout le monde, ça c'est clair. Je vais vous laisser participer à ce forum. Merci beaucoup, Christophe Ferrari. Vous jouiez beaucoup aux jeux vidéo quand vous étiez petit ?
Oui, et d'ailleurs j'ai retrouvé cette semaine mes anciens jeux vidéo d'il y a à peu près 25 ans et je rejoue avec. Là, je les ai pas dans les poches, mais je vous les montrerai la prochaine fois. On va peut-être voir ça justement dans l'événement qui était organisé dans le cadre de ce festival Transfo autour notamment du rétro gaming. Bah là en fait je suis en train de reset-up mes touches parce que du coup c'est pas mon PC et il faut que je refasse des essais de calibration pour ma sensibilité. Pas de panique, on va vous expliquer. Pour sa première édition, Transfo, le festival du numérique 100% alpin, ne pouvait pas passer à côté de la question des jeux vidéo. Avec 70% de personnes se déclarant gamers en France en 2017, le phénomène sort clairement de la chambre des adolescents. Le jeu vidéo est important. Aujourd'hui, il prend une part non négligeable. C'est quasiment 1 heure à 2 heures par jour en moyenne en France. L'âge de joueur moyen en France est de 34 ans. La génération a fait que monter parce que maintenant, c'est nos parents qui nous inculquent ça, etc. Et on arrive dans une génération où on comprend, on arrive un peu à en parler. Et il y a encore des petits points où on a besoin d'aller voir des professionnels pour répondre à des questions. Combien de temps il faut que mon enfant y joue, c'est quoi la durée limite devant un écran, etc., etc. Au programme de la journée, des conférences sur le e-sport, allant de la place des filles jusqu'à sa monétisation, mais aussi un stand rétro gaming animé par les associations Aconite et Fairy Fingers. Celui-ci, c'est une version des années 80. Là, la machine sur laquelle je suis en train de jouer, c'est 84. C'est 87. C'est la fin des années 80. En fait, avec le pistolet, on doit tuer des canards sur la télé. Et si on les a tous, on a 1000 points. Et est-ce que ça ressemble au jeu auquel tu joues d'habitude ? Non. Et puis pour les plus old school d'entre nous, le jeu était aussi présent hors des écrans. Le numérique qui a transformé l'univers du jeu et qui montre bien le champ infini des applications de nos technologies pour changer notre monde. Et certaines innovations peuvent germer ici, sous ce toit et devant vos yeux. Laurent Pontieux, bonjour. Bonjour Lucille. Alors vous êtes directeur exécutif de la French Tech in the Alps. Nous sommes ici au Totem, son bâtiment dédié en plein cœur de Grenoble. La French Tech, c'est quoi en fait ? Alors la French Tech, c'est un programme national pour le développement des entreprises du numérique, les startups du numérique. On entend parler souvent de grands noms qui sont souvent de l'autre côté de l'Atlantique, mais on en a aussi en France et on veut en développer encore plus. Donc la French Tech, c'est fédérer, accélérer, rayonner, faire rayonner les entreprises, accélérer leur développement, fédérer les écosystèmes. La French Tech aujourd'hui, c'est 13 métropoles labellisées French Tech en France et une vingtaine de French Tech Hubs sur la scène internationale, sur les 5 continents. Alors la métropole grenobloise a été l'un des premiers territoires labellisés French Tech et il présente bien des arguments avec sa tradition d'innovation scientifique, avec son campus, avec ses startups. Finalement, en fait, votre rôle à la French Tech in the Alps, c'est quoi ? Alors French Tech in the Alps Grenoble est une coopérative. Nous sommes les seuls en France à avoir choisi ce format qui nous permet d'avoir parmi nos actionnaires, parmi nos associés, la métropole de Grenoble, que je remercie au passage pour son soutien, la communauté de communes du Grésivaudan, la Chambre de commerce et d'industrie, la Caisse des dépôts et consignations, et puis, ça c'est un petit nombre, mais le grand nombre, ça va être, on a 400 sociétaires qui s'impliquent. Alors on est dans un modèle manche courte, c'est-à-dire qu'on est une coopérative, donc on fait ce que nos sociétaires nous demandent. Donc nous sommes accélérateurs de projets d'intérêt collectif. On travaille pour l'intérêt collectif et on mène notre action pour développer des projets qui vont faciliter la vie des startups, que ce soit pour les talents avec le campus, que ce soit pour le financement avec Code Venture, etc., etc. On mène des projets. Alors ici, dans ce bâtiment, au Totem, en fait, qu'est-ce qu'on y fait ? On est en plein cœur de Grenoble, juste devant l'arrêt de tram Chavant, pour être précis. Qu'est-ce qu'on y fait ? Qu'est-ce que c'est en fait le Totem ? Alors le Totem, c'est un lieu qui doit être le symbole de ce point de rencontre autour du numérique à Grenoble. Nous ne sommes pas les seuls, il y a d'autres entités bien sûr, je pense en particulier à InnoValley, je pense à Minalogique, je pense à beaucoup d'autres lieux, Pépitosé, l'entrepreneuriat, l'université. Et ici, nous sommes le lieu qui fédère justement, dans cette dimension fédérer les différents acteurs. Donc le Totem est un lieu ouvert qui accueille au rez-de-chaussée, vous avez vu en entrant, un espace de coworking qui est géré par Coworking Grenoble, donc qui a fait l'animation au quotidien de cet espace. À l'arrière, nous avons aussi pour nous des startups que nous pouvons accueillir en propre. Et ici, nous sommes au premier étage et nous avons ici le village du
du Crédit Agricole, qui est un incubateur de start-up. Qui a été créé spécialement par cette banque. Vous avez combien de start-up ici ? Alors ici, nous avons une bonne quinzaine de start-up, plus toutes celles qui sont en incubation, si j'ose dire, qui sont en préparation, parce que le cycle, c'est on rentre dans l'espace de coworking, on se renseigne auprès de la French Tech, ici, qui ouvre son réseau pour les entrepreneurs. Les entrepreneurs démarrent peut-être sur une table isolée, tout seul dans l'espace de coworking. Petit à petit, une équipe se crée. Elles viennent chez nous, elles se développent, et puis un jour, elles nous quittent parce qu'elles se développent, et elles ont besoin de locaux plus grands. Ça nous est déjà arrivé plusieurs fois, et c'est bénéfique. C'est ça le cycle de croissance que le totem permet. Ça montre bien que ça fonctionne. Alors, il a fallu faire quelques choix pour présenter le champ de nos startups et de l'application de nos technologies. Alors, on a ici Sinao, justement. Alors, c'est un logiciel simple pour gérer votre entreprise. Je vous propose tout de suite de les découvrir. Bonjour, messieurs. Vous êtes en plein boulot, désolé de vous déranger. Sinao, qu'est-ce que c'est ? Bonjour, alors en fait on développe un outil de gestion à destination des artisans, des toutes petites boîtes. L'objectif c'est de leur rendre la comptabilité simple. Alors, est-ce que ça veut dire que Sinao, ça remplace le comptable en fait ? Alors non, ça ne remplace pas le comptable parce que c'est pas notre objectif aujourd'hui. Le comptable doit garder donc son statut de conseiller et donc on va juste aider le comptable à mieux accompagner ses clients. D'accord, donc Tao et Quentin ne remplacent pas nécessairement toutes les démarches auxquelles doit recourir une entreprise. En gros, vous facilitez l'entreprise, vous lui offrez de la lisibilité, peut-être vous la rassurez aussi au niveau de sa trésorerie par exemple ? C'est ça, tout à fait. Nous, on va vraiment vulgariser toutes les données financières pour qu'un artisan puisse les comprendre, les appréhender et mieux gérer sa société avec. Mais pour ça, vous faites appel à qui en fait pour développer votre société ? À vous ? À nous-mêmes, tout à fait. Toutes vos compétences en fait, vous les avez toutes ? Oui, c'est ça, on a toutes les compétences en interne. Et pour exercer votre activité, vous êtes ici dans un village. On a le maire du village ici avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, le maire du village, qu'est-ce que c'est le village ? C'est un nouvel incubateur ? Alors le village, en fait, c'est un accélérateur de start-up. C'est-à-dire qu'on va accompagner des start-up comme Sinao qui ont un fort potentiel de croissance et on va les amener de quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires à plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires avec un accompagnement qu'on réalise avec un grand nombre de partenaires. Alors Brice, on disait que vous êtes le maire du village. Le village, en fait, c'est un incubateur qui a été créé selon le souhait d'une grande banque, en fait. Effectivement, c'est le groupe Crédit Agricole qui est à l'initiative du réseau des villages by CA et aujourd'hui, on a 23 villages en France et une communauté de 400 startups et 300 partenaires qui travaillent ensemble au quotidien. Vous supportez une équipe de rugby, de foot ? Le FCG ? Ah, bien joué. Alors, pour faire une bonne équipe de rugby, vous le savez, il faut... Des bons joueurs. Bravo. Ensuite, des bons entraîneurs, des bons terrains et désormais aussi de bons outils car le sport professionnel n'échappe pas à la vague numérique pour se développer et optimiser ses performances. Le FCG Rugby Digital, c'est un reportage de Mathias Arez. Le rugby est-il une science exacte ? La technologie prend une part de plus en plus importante dans le sport ovale et le FCG Rugby n'y échappe pas. Pire, ne pas prendre ce virage numérique serait synonyme d'handicap par rapport aux autres. Tout le monde s'y met, chaque club prend les nouvelles innovations et les utilise au maximum. Donc si nous on ne s'y met pas, on va être rapidement distancé parce que c'est des choses qui au quotidien permettent de faire une vraie différence au niveau de la qualité du contenu de l'entraînement, quoi. Statistiques, données GPS et même bien-être des joueurs, rien n'est laissé au hasard par le staff des Rouges et Bleus. Chaque joueur le matin quand il se réveille, il reçoit une notification où il doit nous envoyer la qualité de son sommeil, ses douleurs musculaires du haut du corps, du bas du corps, son niveau d'énergie. Et ce qui nous permet de recevoir les informations en temps réel et nous de tout de suite préparer la journée et de s'adapter au mieux aux besoins du joueur. Si les petites mains du club y trouvent un certain confort de travail, c'est aussi vrai pour les joueurs. C'est pas quelque chose qui nous contraint, on s'en sert pour les prépas, pour les entraîneurs, pour nous. Et non, honnêtement, c'est bien. L'an dernier, on avait pas le même système, mais c'était des well-being tous les matins. Et là, cette année, c'est un peu plus poussé pour les muscles, le conditioning. Donc après, j'ai intensité et c'est bien. C'est ni les GPS ni ILG qui nous fait gratter les ballons le week-end, hein, mais c'est un confort et pour le staff aussi. Ça permet d'organiser les semaines un peu plus facilement et donc du coup tout le monde y gagne.
Un gain positif pour mettre les sportifs dans les meilleures conditions, mais aussi pour prévenir des bobos. On voit une vraie corrélation quand on dépasse un petit peu trop la charge qu'on avait prévue. Sur une semaine ça va, sur 2 semaines ça va. Nous on essaye entre le staff de nous dire bon là cette semaine on était bien, là on a dépassé. Et on sait que si on cumule un petit peu trop ce dépassement, et ben ça se traduit par des blessures et donc moins de joueurs disponibles dans l'effectif. Si l'efficacité de l'outil semble prouvée, de part et d'autre des utilisateurs, on conseille un panachage avec le rapport humain pour un résultat optimum. Si on se contente juste de se dire bon bah voilà, il a une note de 8 sur 10, ça veut dire qu'il est en super état de forme, ou il a une note de 2 sur 10, il n'est pas en forme, on le retire de l'entraînement. Là ça veut dire qu'on n'est plus dans le vrai, on est dans le faux. Si on leur dit qu'on est fatigué, on n'a pas besoin d'avoir une justification, d'avoir couru 10 km à l'entraînement pour que ça puisse être adapté. Donc ouais, ils jouent avec l'aspect très quantifié, très analyse un peu scientifique, et puis le côté relationnel qui a toujours existé. À l'avenir, le sport évoluera peut-être vers toujours plus de technologie, mais pas de panique, il restera toujours le cœur pour jouer au rugby. Ce n'est pas une appli qui va gratter des ballons. Alors ça veut bien dire qu'en fait le numérique ne peut pas tout changer. Ah mais bien sûr que non, bien sûr que non. Le numérique c'est ce que nous en faisons. La technologie ne fait rien pour elle-même, c'est ce qu'on veut en faire. Et c'est assez remarquable d'ailleurs de voir ici le nombre d'entreprises, le nombre de start-up qui sont sur des thèmes. Ça peut être le sport, Activité Lab, ça peut être l'emploi, CAPA, dont l'ambition est de tuer le chômage, ou Wisby par exemple, des entreprises qui marchent très très bien. Donc le numérique ce n'est qu'un outil. Ce ne sont pas que des applis. Ah ben non, il n'y a pas que des applis, on a aussi du matériel bien sûr, donc il faut penser en particulier au matériel médical, medtech, la robotique, chirurgie assistée par ordinateur. Il y a un pôle de compétences extraordinaire à Grenoble là-dessus. Je pense en particulier aussi à des outils pour l'énergie, le lancer, Energy Storage, dont on parle pas mal en ce moment, qui revient du CES. Et dont on parle dans une toute petite seconde. On en parlera. Il y a aussi, je pense en particulier à d'autres, même dans le domaine du jeu aussi, tout simplement, parce qu'on ne gratte pas des ballons, d'accord, mais on peut faire voler des drones. Il y a un drone interactif, par exemple, pour ne citer que lui, qui revient de Las Vegas avec une couverture médiatique exceptionnelle pour son jeu de drone piloté. Alors on s'assoit, on met un masque et puis on pilote le drone. C'est magnifique. Et puis on peut aussi consulter les stocks des pharmacies voisines, par exemple, ou donc envoyer aussi des messages à son amoureux, alors. Ah oui, c'est magnifique ça. Alors ça, on est à distance, voilà, on est à l'autre bout du monde, et puis on est séparés, et puis on rentre le soir dans sa chambre d'hôtel ou à la maison, et puis il y a un petit cœur qui bouge sur une jolie boîte en bois. On ouvre et là il y a un petit message. Ça c'est Lovebox, c'est magnifique. Et ça fait aussi battre le cœur et c'est bon pour la santé. D'ailleurs, le sport santé, une de vos startups s'est fait une spécialité avec cette problématique. On va tout de suite la voir. Qu'est-ce que c'est Activity Lab? Alors Activity Lab, on développe des assistants numériques pour les professionnels de santé et les professionnels de sport. Et ça s'adresse à qui? Alors ça s'adresse à tout le monde, surtout dans le cadre du sport sur ordonnance, qui est de plus en plus connu aujourd'hui. Mais on peut s'adresser aussi à des sportifs de haut niveau et à tout le monde. Vous et moi. Mais quel type de sport en fait? C'est quoi l'objectif? Alors l'objectif c'est d'améliorer la santé par la condition physique des gens. Donc on pratique sur différents sports, ça peut être de la pratique en salle, ça peut être de la pratique extérieure. Le but de l'assistant numérique est d'aider à la prescription des intensités. C'est quelque chose qui n'est pas très bien géré et sur lequel les équations sont assez complexes et les professionnels ont besoin d'un assistant numérique pour mieux pratiquer. Et tout ça avec des outils de pointe, on va dire. Alors, l'outil numérique est très simple. Par contre, les algorithmes ont été créés avec plusieurs années de recherche, avec des médecins, avec des cardiologues. Le but est justement de limiter le coût des outils qui sont très complexes, qui coûtent très cher aujourd'hui aux hôpitaux. Et avec de simples algorithmes, on arrive à diminuer les coûts, voire les diviser par 10 dans certains cas. Alors sans avoir besoin de mettre toutes les personnes ici sur ordonnance pour pratiquer du sport, est-ce que vous comptez utiliser ce type d'application ici au Totem? Mais naturellement, le sport, c'est le bonheur. Enfin, vous avez vu le nombre de vélos. Et qu'ici, on vient à vélo, on travaille, on est heureux au travail et on va l'être encore plus en faisant du sport grâce à Activity Lab. Alors, dans en plus un bâtiment où ici c'est très confortable, la température est idéale, mais peut-être un jour vous aurez besoin d'une technologie comme celle de Lancer Energy Storage qui a inventé le radiateur intelligent. Regardez.
C'est le premier radiateur électrique à intégrer une capacité de stockage par batterie. C'est un système qui est capable de stocker l'électricité à certaines heures pour restituer à d'autres heures. Donc, pour le pouvoir d'achat du locataire, de l'utilisateur, mais également pour l'impact environnemental de la fonction chauffage, qui représente 70% de la consommation d'énergie d'un logement. Un appareil très performant mais aussi connecté, l'utilisateur reçoit sur son smartphone toutes les informations concernant sa consommation de chauffage en temps réel et peut même l'adapter finement à ses besoins. Et pour la suite, la jeune start-up fourmille déjà d'idées pour toujours plus de gestion mais surtout d'autonomie énergétique. La seconde génération sur laquelle on travaille d'ores et déjà visera à permettre l'autoconsommation d'une façon très simple et très économique. Et en l'occurrence, il va s'agir d'utiliser la batterie du radiateur pour charger une électricité d'origine photovoltaïque, solaire, produite directement sur le toit du bâtiment. Et on va donc se servir du radiateur comme un hub d'autoconsommation, c'est-à-dire gérer les entrées-sorties d'énergie, ce qui va permettre à l'utilisateur d'utiliser sa propre électricité et de réduire énormément son impact environnemental, que ce soit dans l'habitat ou dans le tertiaire. L'intelligence numérique au secours de nos ressources, à l'appui des sportifs de haut niveau, des sciences et de la médecine, de l'information bien sûr, mais aussi de la culture. Et la petite idée qui a germé dans votre esprit, c'était d'offrir aux gens un temps d'évasion avec quelques lignes écrites sur un bout de papier. Christophe Sibiot, bonjour. Bonjour. Alors, on est ici dans vos locaux de Short Édition. Vous êtes un éditeur communautaire d'histoires courtes. D'où est-ce que c'est parti en fait cette idée ? Notre idée à l'origine était est toujours d'offrir des instants de lecture pour les petits moments de la vie quotidienne. De se dire qu'on a de moins en moins de temps long à consacrer à la lecture et de se dire aussi que nos nouveaux supports nomades, ceux qu'on a dans la poche et digitaux, méritaient des contenus adaptés. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on voulait abandonner le papier. On adore le papier, et y compris pour le format court, c'est très adapté. Mais l'idée, c'était de dire qu'il faut qu'on ait des temps de lecture courts pour nos nouveaux modes de vie. Et donc, on s'est dit que le seul moyen d'y arriver serait de conjuguer la communauté, la dynamique communautaire, c'est-à-dire toute une série d'auteurs et de lecteurs qui croient au format court comme nous, et puis d'animer cette communauté en s'appuyant sur la technologie. Voilà. Alors moi, vous, on peut écrire pour tout le monde en fait, et tout le monde peut en profiter finalement. C'était ça votre idée d'édition communautaire ? Exactement, on ouvre l'écriture à tous et on pense que c'est un bon moyen pour continuer à promouvoir la lecture. Et alors, à partir de là, vous avez eu donc l'idée de créer ça. Alors, cette petite machine qui fait désormais le tour du monde. Mais alors, au départ, vous vous êtes dit, on ne va pas forcément garder uniquement ce support numérique, on va aussi faire sortir le petit bout de papier et le mettre à la disposition de tout le monde, en fait. Alors, ce qu'on a voulu montrer, c'était que le format court, il est extrêmement plastique et donc il peut rentrer sur plein de supports. Et on a convaincu un certain nombre de marques, d'institutions, que c'était un fantastique outil d'accueil de ses clients ou de ses visiteurs pour leur manifester de l'attention, de la considération, de la bienveillance et pour dire, voilà, je suis capable de temps en temps de te faire un cadeau hors champ commercial, de façon désintéressée, qui sera un instant de lecture que tu liras ou ici chez moi, dans ma gare, dans mon aéroport, dans ma galerie commerciale, dans mon magasin, ou chez toi, ou dans ton bus, ou dans ton métro. Et alors, votre petite idée, votre distributeur est revenu aux oreilles d'un monstre du cinéma, Francis Ford Coppola, mais comment se fait-ce ? Eh bien, il a donc lu des articles que la presse américaine avait consacrés au distributeur d'histoires courtes lorsqu'on l'a lancé, et il nous a demandé de l'installer dans son restaurant à San Francisco pour l'offrir à ses clients. Voilà, et puis l'histoire continue puisque la borne a bien vécu pendant un an dans son restaurant. Et puis ensuite, il s'est dit, je vais la mettre dans mes domaines viticoles. Donc il en a installé 2 de plus en septembre dernier. Et quand on l'a revu pour faire le bilan et puis pour dire on va vous en installer 2 de plus puisque vous le souhaitez, qu'on est des gens serviables et à l'écoute de nos clients, pourquoi vous ne deviendriez pas associé de Short Édition ? Et donc il est rentré dans le capital puisqu'on était en pleine levée de fonds à ce moment-là, en septembre. Donc il fait partie des associés de Short Édition. Ah, vous êtes fiers ? Vous y avez cru au départ ? On a cru que c'était une blague parce que c'est un nom anonyme. C'est un de ses collaborateurs qui nous avait envoyé le mail en nous disant qu'il en voulait une. Donc on a cru que c'était une blagounette sympathique. Et puis après, on a eu droit à un mail perso de lui, signé à ses initiales, et puis qui nous a dit non, je suis bien Francis Ford Coppola et je veux bien un distributeur dans mon café à San Francisco. Alors du coup, moi, est-ce que je peux avoir ma petite histoire aussi ? Donc là, je peux choisir plusieurs formats alors. Oui.
une minute, 3 minutes ou 5 minutes, vous choisissez pas le thème de l'histoire, c'est de l'aléatoire et c'est ça qui en fait le charme, mais vous choisissez le temps que vous avez envie de consacrer à la lecture. Alors, il nous reste plus beaucoup de temps pour cette émission. Moi, je vais choisir 1 minute. Du coup, hop, le petit bouton, voilà, le petit spot s'allume, l'histoire va sortir. Ça sort à peu près comme un ticket de caisse. Oui, mais c'est un papyrus, hein, donc c'est du beaucoup plus beau papier que le ticket de caisse. Alors, for as far back as she could remember, Margaret. Yes, alors voilà, on va essayer de faire quelques progrès en anglais. Super, alors la suite, elle m'appartient à moi, effectivement, puisque vous allez éditer même, je crois, en chinois, on a vu ça tout à l'heure. Oui, alors à Hong Kong, c'est en anglais. Ils veulent mettre des histoires en chinois, mais on va discuter un peu avec eux, parce que c'est possible, hein, la plateforme est multilingue, le distributeur peut le sortir, mais après, c'est toute l'infrastructure autour qu'il faut mettre au point pour que ça fonctionne. On n'en doute pas. Vous disiez qu'on pouvait être fier que la métropole pouvait être fière de nous. Je ne sais pas si elle peut. En tout cas, nous, ce qui est certain, c'est qu'on a trouvé ici un terreau qui est extrêmement riche et extrêmement bien fait pour soutenir des entreprises qui portent des innovations. Et donc, entre tous les acteurs que sont les pôles de compétitivité, le réseau Entreprendre, le département, la région, BPI France, il y a tout un écosystème qui est très puissant et qui permet à des innovations d'avoir suffisamment de temps pour grandir, pour se faire connaître et pour se développer. Donc là, on est très reconnaissant à l'écosystème local de nous avoir portés, parce qu'il y a des moments où les choses sont moins faciles qu'à d'autres. Et c'est dans les moments les plus durs qu'il faut que l'écosystème il soit puissant et qu'il porte, et qu'il donne le temps aux entreprises de laisser leur innovation germer et se déplier. Comme ça, ce n'est pas juste un message en fait qu'on diffuse, il y a un vrai savoir-faire, un vrai terreau local ici sur notre territoire en matière de développement des technologies grâce au numérique. Oui, c'est certain. Je lisais ce week-end un supplément sur la Silicon Valley, sur l'histoire, de la façon dont ça s'était construit. Et en fait, ça s'est construit autour d'un terreau de contre-culture et de commandes militaires, en fait, avec une culture militaire. Et un chercheur expliquait qu'il y avait en fait une proximité qu'on sous-estime entre ces deux cultures-là. Et que, en fait, tous les porteurs des grandes innovations qu'on a aujourd'hui, le smartphone, Google et compagnie, sont nés sur un terreau qui était très puissant. Donc, l'existence localement d'un terreau puissant pour aider des entreprises et des innovations à émerger, à se développer, à se déplier, elle est complètement centrale. Des idées ne viennent pas de nulle part, elles ont besoin d'être soutenues, d'être épaulées, d'être accompagnées pour grandir et puis pour trouver leur place. Voilà la conclusion de cette émission. Merci de me faciliter la tâche. Moi, je vais vous laisser avec ma petite histoire. Si nous avons pu susciter aussi des vocations chez vous, on aura rempli notre objectif et peut-être on reparlera de vous comme Christophe Sibieux dès son idée, donc dans un prochain numéro. Merci encore à vous. Merci à vous. Et merci à vous. À une prochaine fois.